Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne où on va poursuivre notre petite discussion sur la création de chroniques, voire de sagas, etc. Alors, je vous avais dit que je reviendrai là-dessus. On va s'intéresser aujourd'hui au récit. Alors, qu'est-ce que j'appelle le récit d'une chronique, par exemple? C'est en gros tout ce qui va se dérouler à l'intérieur de cette chronique. Et là, force est de constater qu'il y a généralement une méprise faite par beaucoup de maîtres de jeu lorsqu'ils créent leurs chroniques. C'est tout simplement qu'à l'instar d'un réalisateur de cinéma ou d'un écrivain, parce que moi je trouve la métaphore avec la littérature plus intéressante que celle avec le cinéma, sur certains aspects tout au moins, eh bien ils vont vouloir écrire le récit. Or non, le maître de jeu n'est pas là pour raconter une histoire, voire son histoire. Le récit va résulter des choix des personnages et va être un petit peu à l'initiative des joueurs. Et ça, c'est très important. Quand on fait sa campagne, on parle de l'idée de départ, par exemple, imaginons un grand vilain. Pour votre chronique, voilà, vous dites le grand vilain sera un guerrier vampire qui s'échappe de son tombeau et revient pour reprendre le pays, la région qu'il possédait avant. Bon, admettons que vous ayez ça. Il faut pas faire du top-down comme on peut faire en world building, c'est-à-dire partir des dieux, la cosmogonie, les divinités, et puis après les continents, et puis après dans chaque continent les nations et les peuples, etc. Ça marche pas du tout en idée de rédaction pour une chronique. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez votre idée de départ, vous avez éventuellement des éléments, le bras droit du grand méchant, des événements, des cataclysmes naturels qui vont se produire, etc. Et après, en fait, vous repartir, il faut toujours partir de la séance de jeu, de l'épisode en fait. Et on a vu la dernière fois comment en s'inspirant de ce que propose Mike Shea, Sly Flourish, on peut bâtir un épisode. Mais en fait, les épisodes vont s'enchaîner et ce qu'on appelle couramment, ce qu'on a coutume d'appeler les arcs narratifs, en fait, ils ne sont pas prévisibles. Les arcs narratifs, ils apparaissent a posteriori. Et c'est ça que beaucoup de maîtres de jeu négligent en voulant, par exemple, se dire « Tiens, en fait, deuxième partie de ma campagne, le grand vilain a réussi à reprendre la région. » Non, parce que là, en fait, qu'est-ce qui vous dit qu'il a réussi ? Vous voyez, ça doit dépendre, sa réussite doit dépendre du choix des joueurs qui vont se mettre sur son chemin et le freiner. Par conséquent, l'arc narratif, c'est pas vous le rédigez pas à l'avance en disant alors le grand méchant va reprendre sa région, etc. Parce que là, c'est du railroad. Après, vous allez devoir lutter pour toujours ramener les joueurs dans une situation où en fait, quoi qu'il fasse, le grand méchant va prendre la région. Et c'est des petites erreurs comme ça qu'on trouve souvent dans les scénarios. Et du coup, quand on les joue, quand on est côté joueur, il arrive un moment où on est face à un truc qui est juste pas à notre portée. Du coup, l'impact de ce que va faire les personnages est bien moindre. Du coup, les joueurs s'essoufflent un peu parce que même inconsciemment, ils ressentent bien que l'impact de ce qu'ils vont pouvoir faire dans la campagne, en fait, il est minimisé parce que le maître de jeu, il est resté sur son idée de « moi, je veux raconter mon histoire et dans mon histoire, il se passe ça ». Voilà. Alors, non, ça fonctionne pas. Donc, vous allez avoir sur plusieurs épisodes des arcs narratifs, plusieurs d'ailleurs. Certains sont conjoints, certains sont disjoints. Vous pouvez avoir un acte narratif sur un phénomène personnel familial d'un des joueurs qui est conjoint sur plusieurs épisodes en même temps que l'arc narratif au cours duquel les joueurs vont finir par trouver la localisation de l'ancien tombeau de ce fameux guerrier vampire, vous voyez. Mais ça va être à l'initiative des joueurs. Et puis à un moment, l'arc narratif familial du joueur, il se résout parce que, je sais pas, son cousin ou quoi finit par quitter la province, etc. Et donc cet arc s'arrête, tandis que continue celui où ils vont localiser le tombeau du guerrier vampire. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on est maître de jeu et qu'on prévoit sa chronique, parce que c'est une garantie d'implication de la part des joueurs, et puis surtout c'est une garantie de pas, ça va être facilitateur dans la mesure où vous ne serez pas après
constamment en train de bâtir des murs invisibles pour pousser vos joueurs là où vous voulez les amener. Hein, ce qui est ça est quand même Alors il y a des histoires un peu railroad qui marchent très bien. Moi ce que je vous propose c'est une façon de faire. Hein. Moi j'ai joué, ça m'est arrivé de jouer, voire de faire jouer, voire d'écrire des chroniques entières où c'était un peu railroadé. J'ai mis pas mal de temps à m'apercevoir de ça. En fait, qu'il ne faut pas faire l'erreur de poser des choses comme admises si elles peuvent advenir, mais vous n'en êtes pas sûr. Attendez le moment de voir ce que font vos joueurs autour de la table, de voir comment les fronts évoluent et si la chose arrive. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très intéressant d'avoir des fronts et pas justement des trucs complètement écrits d'avance. Tout l'intérêt des fronts, c'est qu'en fait, vos fronts, ils sont en constante évolution, mutation, selon ce que vont faire certains personnages, selon ce que, par ricochet, vont faire certains PNJ, etc., etc. Du coup, à bâtir, c'est un peu plus complexe au départ, parce que, en fait, vous êtes toujours dans la possibilité. Et il faut y rester. En fait, dans cette espèce d'écrire une espèce de potentialité de ce qui peut se déclencher, de les imaginer, d'éventuellement les scripter avec votre corpus de règles. Si vous jouez en 5e édition, il faut prévoir que s'il se passe ça, tel mec intervient, donc c'est un magicien de 5e niveau, donc il faut prévoir, etc. Voilà, vous rédigez tout ça, les monstres et tout, etc., les lieux éventuellement visités, mais en fait, vous ne posez pas à un moment que c'est sûr que les personnages ont été visités tel lieu et ont récupéré tel objet magique. Sinon, on retombe fatalement dans du railroad. D'ailleurs, les personnages et même vos PNJ ou vos grands vilains, ou vos vilains, il faut éviter qu'il y ait trop de trucs prévus à l'avance. Vous pouvez quand même, le maître de jeu, il a quand même tout loisir d'un peu préciser les choses. C'est-à-dire que bien évidemment, sans pour autant railroader votre arc narratif principal, il est évident que si vous posez un cadre de départ, une région où il y a un désert, par exemple, il est bien évident qu'il risque d'y avoir un arc narratif qui va tourner autour d'une oasis, de la prise d'une oasis, de la défense d'une oasis, ou qu'il va y avoir un arc narratif qui va tourner autour de l'attrition des joueurs par rapport aux conditions de vie dans le désert, le manque d'eau, etc., etc. Donc en fait, ce qu'il faut faire, moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet dans lequel constamment je note un peu des idées que j'ai, des idées de thématiques également. Hein, parce qu'en fait, en choisissant les thématiques que vous allez proposer, forcément, ça oriente les arcs narratifs. Mais ils sont pas écrits. Et ça change tout pour les joueurs qui vont participer à votre chronique. Donc, on a une idée de départ, et après, on repart, on met des thématiques, et après, on repart, en fait, au bas, au plus petit, on fait du bottom-up. On repart de la séance de jeu, et petit à petit, à mesure que les épisodes défilent, la campagne se construit. Ce qui vous permet quand vous construisez l'épisode, idéalement, il faut avoir joué l'épisode précédemment. Alors là, on touche une autre problématique, c'est qu'en réalité, une bonne campagne, c'est peut-être là que ça demande le plus de boulot, c'est une campagne qui s'écrit au fur et à mesure. D'où aussi mon positionnement sur le fait que les campagnes du commerce, c'est pas idéal. Même s'il y a beaucoup de campagnes qui existent où au départ c'est des gars qui ont fait jouer cette histoire-là à leur table, ils restent sur ce qu'ont fait leurs joueurs. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 1, les joueurs ont trouvé tel truc, ils ont donc décidé d'aller là parce que ça paraît très logique, etc. Et ils vous l'écrivent tel quel. Dans les AP Pathfinder, dans les trucs comme ça. Très souvent. Ce qui fait que, en fait, oui, c'est railroadé. C'est railroadé parce qu'on est obligé vous n'allez pas vous réécrire. Alors oui, les maîtres de jeu consciencieux peuvent prendre une campagne, une AP Pathfinder, et dire rediviser, refaire le travail. C'est d'ailleurs ce que fait Sly Flourish, il fait ça sur les
sur les campagnes de Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'il reprend la campagne, là il l'a fait récemment sur Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. En fait, il reprend la campagne et il repart de ces épisodes. Voilà, il se sert du bouquin de campagne uniquement comme d'un livre de setting en fait. Mais l'histoire, bon, ça lui donne des perspectives par rapport à l'histoire telle qu'elle est posée, mais il ne l'écrit pas. Ça va s'écrire progressivement par rapport à ce que vont choisir ses joueurs. Et je vous assure que essayez, faites l'expérience sur l'une de vos de vos chroniques ou de campagnes, si vous appelez ça des campagnes, et vous verrez l'efficacité, elle est grandement... là, on n'est plus du tout dans la même chose. On a quelque chose de beaucoup plus interactif. Donc la règle à retenir absolument, c'est que le maître de jeu ne construit pas le récit. Le maître de jeu propose des éléments, choisit d'aborder certaines thématiques par rapport à son décor, ses PNJ, l'ambiance générale, et ensuite ce sont les joueurs qui construisent le récit. C'est comme ça que vous arrivez à faire de vos joueurs de véritables héros, alors pas forcément dans le sens épique où ils deviennent surpuissants, bardés d'objets magiques et finissent sur le trône de la province. Ça peut être des héros à petite échelle. Le terme de héros désignant simplement des protagonistes qui, à un moment, ont pris leur destin en main et ont choisi d'intervenir pour influer sur les événements en cours qui se passent. Parce qu'un héros, c'est ni plus ni moins que ça. Ça peut être, c'est pas forcément le côté héroïque, on a tendance à confondre héroïque et épique. Si on reste vraiment sur l'étymologie, le héros, c'est celui qui est au centre de l'action. Voilà, c'est celui qui s'empare des éléments pour en faire quelque chose. Et donc, ce qu'il fait, il bâtit le récit, il influe directement dessus. Hein. On a tendance, nous, à dire héroïque, c'est le gars avec le grand cheval, la grande monture, la superbe épée magique, etc. Ça, c'est plus de l'épique, en fait. Hein. Mais vous avez des héros du quotidien. Hein, d'ailleurs, si on prend dans la littérature ou dans le cinéma, une grosse partie des œuvres très intéressantes d'un point de vue sociologique et même psychologique reposent sur des héros du quotidien et pas des héros qui vont changer la face du monde, etc. Ça, c'est autre chose. Ça bascule dans un autre type de cinéma ou de littérature. Voilà, donc gardez bien ça en tête, faites l'essai. Peut-être faites-vous déjà comme ça d'ailleurs. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit retour. Est-ce que vous procédez de la sorte? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'essaierai de répondre à vos commentaires tant que faire se peut. Je vous souhaite sur ce une bonne journée, soirée, nuit, matinée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.